Bonjour, c'est Guillaume de Goulet. On est vendredi, c'est donc le jour de l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Merci les gars, ça suit, c'est bien. La semaine dernière, on s'était penché sur le cas de James Harden qui enfile les paniers et les records. Aujourd'hui, c'est une autre star de la NBA qui va nous occuper pendant une grosse demi-heure. Mais attention là, un joueur unique, un joueur d'un niveau supérieur, parce que lui, il est quadruple champion NBA. Et même MVP d'une finale, c'était en 2007. Un privilège rare. Vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de Tony Parker, Tipeee pour les intimes, célébré lundi soir à San Antonio par les Spurs, à l'occasion de son retour dans le Texas avec sa nouvelle franchise, les Charlotte Hornets. Maxime Mallet, qui était présent pour le groupe L'équipe au AT&T Center, nous racontera ça tout à l'heure avec moult détails. Alors oui, Tipeee a été honoré comme un demi-dieu, là-bas, logique, quand on a passé 17 ans dans la même franchise, qui plus est à la maintenir au plus haut niveau. Alors ouais, c'était beau, c'était chouette, mais pourquoi parler de Parker après tout, me direz-vous ? On a tout dit, tout écrit sur le meilleur basketteur français de l'histoire. Eh bien parce que ce matin, figurez-vous que j'ai failli m'étrangler avec mon café, oui, en lisant l'interview de Yann Mahami réalisée à Londres par Amaury Pedrillo. À écouter le pivot français de Washington, tout le monde aurait déjà oublié qui était Tipeee et ce qu'il avait apporté au basket français. Vraiment ? Alors même qu'en qualité de patron de l'ASVEL, qu'il est en train de structurer, qu'il a ramené politiquement en Euroleague, ce sera la saison prochaine, il est aussi en passe de devenir le dirigeant numéro 1 du basket français. Eh oui Arnaud, c'est pas la peine d'écarquiller les yeux comme ça. Bref, j'ai envie de vous entendre sur le sujet, pour qu'on prenne bien la mesure du phénomène Tony Parker, l'ampleur ou plutôt l'emprise que l'ancien pensionnaire un peu timide de l'INSEP détient sur son sport, car il est tous azimuts. Pour moi, il n'y a pas de Tipeee sans feu. Et pour vous, messieurs ? Alors, je me tourne vers vous. Arnaud Lecomte, bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. En pleine forme pour ce vendredi ? À bloc. Parfait. Gaëtan Scherer, salut Gaëtan. Désolé, toujours pas de podcast sur les Suns, ce sera peut-être la prochaine fois. J'y crois au prochain épisode uniquement centré sur Devin Booker. Il va bien. Et Maxime Mallet, donc, live from Big Apple. Salut Max. Salut. Et les Suns qui sont l'équipe qui a pris le plus de buzzer beaters dans la tête sur les 15 dernières années. Je te remercie Maxime, c'est bien. Super stat Max, merci. Voilà, on a fait les présentations. Allez, au revoir. Le plateau est déjà chaud, alors on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Maxime, on va commencer par toi parce que tu as eu la chance, le bonheur, le privilège. Tu étais même le seul journaliste français, je crois, d'être à San Antonio dans la nuit de lundi à mardi, lundi soir précisément, pour un match entre les Hornets et les Spurs. Un match qui a permis à San Antonio d'honorer l'une de ses légendes, donc on le disait tout à l'heure, quadruple champion NBA, Tony Parker. Un moment rare, avec une vidéo relativement longue et beaucoup d'émotions pour le joueur français. Ouais, on a senti que ça l'avait vraiment touché, qu'il était, comme il l'a dit lui-même, il était vraiment épuisé, vidé, parce que c'était une journée avec énormément d'émotions. Il s'attendait peut-être pas à avoir autant de manifestations d'amour de la part du public à San Antonio, parce que c'est vrai qu'il y a donc historiquement à San Antonio, il y avait le Big Three avec Tim Duncan et Manu Ginobili. Tim Duncan, c'était un peu le patriarche, donc le gars qui a tout le temps été là, donc il y avait une cote d'amour pour ça. Manu Ginobili, il déclenche des vagues de passion parfois incontrôlables, sans doute le côté sud-américain. Et c'est vrai qu'on se demandait si Parker allait générer autant d'amour et de passion de la part du public à San Antonio. Et ça a été le cas. Donc il y a eu la vidéo avant le match, une bonne minute 30, où d'ailleurs on a eu des petites touches de français puisqu'il y avait Merci Tony sur tous les écrans, et que le son qui est retenu dans la vidéo, c'est qu'à un moment où il chante, on est les champions. Donc c'était en français dans le texte. Donc c'était assez marrant d'entendre ça au AT&T Center. Et voilà, et puis il y a eu donc l'ovation quand il est rentré, plusieurs fois sur le terrain, et puis une ovation finale puisque le public, même si l'aréna s'était vidée en grande partie, ça c'est tradition américaine, les gens partent quand le match est plié, beaucoup de gens partent, mais ceux qui sont restés avaient vraiment envie de le fêter une dernière fois, donc il est rentré pour les 17 dernières secondes du match. Il a eu droit à une longue ovation puisque c'est lui qui a porté le ballon pour ces dernières secondes, et encore une longue ovation après le buzzer. Et donc voilà, il avait eu en plus la surprise de ses frères et de Gaëtan Muller qui ont débarqué sans le prévenir. Ils avaient prévenu Nicolas Batum 2-3 jours avant pour savoir à quelle heure environ Parker venait s'échauffer avant le match et pour être là à ce moment-là. Donc il y a eu un très gros cocktail d'émotions et une émotion qui est en fait à l'écouter plus forte que
limite d'avoir gagné un titre, d'avoir gagné le MVP des finales. C'était vraiment quelque chose d'unique. Alors on parle, Max, t'évoques son palmarès à Tony Parker. Arnaud, si tu devais résumer en quelques mots Tony Parker à un jeune public qui ne le connaîtrait pas, tu le définirais comment? Quelle trace, le joueur, quelle marque, oui, le joueur Tony Parker, c'était quoi? C'était quoi? C'était d'abord, c'est le meilleur joueur français de tous les temps, et le meilleur joueur français de tous les temps va se retrouver tôt ou tard au Hall of Fame, qui est vraiment la marque dans les sports américains, la marque des joueurs hors du commun, quoi. Il y en a beaucoup au Hall of Fame de la NBA, mais des Européens, il y en a pas beaucoup, et des petits bonshommes de moins d'1m90, il y en a encore moins. Donc quand on cumule tout ça, le fait d'être français, d'être pas très grand physiquement, bien sûr, et de se retrouver au Hall of Fame, c'est quelque chose qui a encore 20 ans, 15 ans même, personne n'aurait pu l'imaginer. En tout cas dans les années suivantes. Donc cette marque du Hall of Fame qu'il va rejoindre tôt ou tard, ce sera effectivement la preuve, la démonstration que ce joueur-là aura marqué son époque. C'est l'un des 3 plus grands joueurs européens probablement de l'histoire aujourd'hui, en tout cas ayant joué en NBA. Ça c'en est quasiment une certitude avec Dirk Nowitzki et Pau Gasol. Et puis oui, à l'échelle franco-française, après dans la galaxie des très grands champions français de l'histoire, je pense qu'il fait partie du top 10 probablement. Chacun aura son avis sur la question en fonction de sa sensibilité, mais c'est l'un des plus grands sportifs français, en tout cas contemporains, ça c'est d'une évidence absolue sur les 15 dernières années. La seule petite chose quand je dis petite d'ailleurs c'est un euphémisme, mais la seule chose qu'il a ratée sportivement quelque part, c'est sa sortie avec l'équipe de France. C'est les Jeux Olympiques de Rio, et c'est ce quart de finale manqué à Rio face à l'Espagne. Voilà, c'est son dernier match en bleu après une très riche histoire en bleu qui a été très contrariée, qui a été compliquée, qui a fini quand même par des belles médailles, notamment le titre de champion d'Europe bien sûr en 2013. Mais oui, voilà, c'est la seule petite chose qui manque quelque part à son immense carrière sportive, c'est d'avoir un joli truc, une médaille olympique, quoi. Voilà, et ça il l'a pas réussi à l'avoir. Maxime, tu as eu le privilège de discuter avec Tony Parker à la fin du match. Tu as recueilli quelques émotions et surtout l'image qu'il aurait aimé laisser en tant que joueur. On va l'écouter là. Oui, que j'étais un gagnant, quoi. Que j'étais un gagnant, que j'étais un compétiteur et que j'avais envie de gagner des titres, que j'étais un champion. Gaëtan, Tony Parker, c'était quoi comme joueur? C'est quoi comme joueur? C'était quoi la vitesse, c'est l'intelligence, c'est ce tir drop, c'est une assurance tout risque, un mental à toute épreuve, une science du jeu. Comment tu le définirais, oui, je pense Tony Parker, le joueur? La vitesse, c'est un bon début. Tout néophyte, même ceux qui ne connaissent pas le basket, observent Tony Parker et la première chose qui marque, c'est sa rapidité, c'est sa capacité à se faufiler dans les défenses, c'est son petit spin move qui continue aujourd'hui à faire à merveille malgré un âge avancé. C'est la fulgurance, c'est la rapidité d'appui. En plus, Tony Parker, c'était un meneur qu'on qualifiait plutôt de porter vers le scoring et qu'on continue de qualifier de plutôt porter vers... il est attiré par le panier, il va plus facilement prendre ses petits shoots, prendre ses tirs drop que vraiment gérer la distribution. C'est pas quelqu'un qui va sortir des triples-doubles, je sais pas, à la Jason Kidd, c'est pas quelqu'un qui va distribuer 20 passes comme John Stockton. Mais au-delà de la qualité de son jeu et des spécificités de son jeu, aujourd'hui, ce qui marque surtout sur Tony Parker, c'est sa longévité. Il est arrivé en NBA en 2001 et il a fait les playoffs absolument chaque année qu'il a passé en NBA. C'est la longévité, la régularité au plus haut niveau aussi avec les Spurs. Il a quand même noué une relation quasi fusionnelle avec son coach Greg Popovich. Et aujourd'hui, Tony Parker, qui n'est pas considéré comme un pass first, quelqu'un qui va penser à la passe avant de penser au panier, c'est aujourd'hui le 5e meilleur passeur de l'histoire des playoffs. Devant un joueur comme Steve Nash, juste derrière John Stockton et Jason Kidd, ça classe un joueur. C'est aussi le 9e marqueur de l'histoire des playoffs. Moi, c'est ce que je retiens le plus, c'est qu'un joueur comme ça, qui a quand même réussi à aller contre les conventions classiques qu'on pourrait croire de la NBA du début du 21e siècle, ait réussi à avoir une telle longévité au plus haut niveau et à se hisser parmi ces grands noms. Alors,
évidemment, il est très haut en play-off parce qu'il a joué énormément de play-off chaque année, mais même en saison régulière, il vient d'intégrer le top 50 des plus grands marqueurs de l'histoire. C'est quand même extraordinaire qu'un joueur français, comme Arnaud l'a décrit tout à l'heure, de moins d'1m90, ait réussi à accomplir cela. On n'est pas prêt de revoir ça. Top 50, Arnaud, ça te parle? Oui, oui. Au-delà de mes goûts pour les musiques un peu bizarres des années 80, c'est aussi le fait que, comme le disait Gaëtan, la longévité de, bon, évidemment, s'il est dans le top 50 de beaucoup de catégories, c'est aussi parce qu'il a, c'est au scratch, hein, c'est pas à la moyenne. Donc c'est pas aussi parce qu'il a joué beaucoup de matchs. Il fait partie, je crois, du top 5 des joueurs qui ont joué le plus de matchs de play-off dans l'histoire de la NBA. Et ça, c'est peut-être la stat quelque part la plus forte à mes yeux, parce que vous vous rendez compte le nombre de légendes du jeu qui ont marqué cette ligue. Il fait partie des 5 joueurs qui ont joué le plus de matchs, quoi. Donc en play-off, ce qui est vraiment le truc un peu ultime du compétiteur. Et moi, ce que je voulais ajouter à tout ça, c'est que on s'est dit l'été dernier, lorsqu'on a appris que San Antonio finalement ne le retenait pas d'une certaine manière en lui donnant pas un gros temps de jeu et de grosses responsabilités sur l'année qui se passe en ce moment. Donc lui a décidé de partir puisqu'il était free agent, il a décidé de quitter les Spurs. On s'aperçoit quand même qu'il a su se réinventer. On pensait tous l'été dernier, quelque part, que sa fin de carrière en NBA serait aller à la limite du raté ou du difficile, en tout cas du très contrarié, là, pour le coup. La saison de trop d'une certaine manière. Et on s'aperçoit, la saison à 3 mois maintenant, on s'aperçoit que, il est en train de se réinventer dans un autre rôle, celui qu'il aurait pu tenir probablement aux Spurs, surtout compte tenu des événements qui ont secoué un peu le début de saison des Spurs avec les blessures des meneurs de jeu, notamment de Dejounte Murray. On se retrouve aujourd'hui au mois de janvier à se dire, c'est incroyable, il est encore capable d'avoir un rôle majeur dans une équipe qui joue les playoffs, tout en venant du banc avec un temps de jeu extrêmement réduit, et en plus un temps de jeu qui est un peu travaillé, c'est-à-dire que il fait pas les back-to-backs, donc les deux matchs à la suite, et aujourd'hui il est un peu le guide de cette jeune équipe des Charlotte Hornets, le guide de Kemba Walker, le meneur de jeu starter, et il fait tout ça tranquillement, dans l'humilité complète, dans l'ombre, sans demander plus que ça, et il s'en contente, et il est super efficace dans ce rôle-là. Franchement, chapeau, quoi. À son âge, 36 ans, bientôt 37, après une très 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 longue convalescence suite à une blessure très, très grave, hein. On ne l'avait pas forcément toujours dit à l'époque, mais ce qui lui est arrivé il y a bientôt 2 ans, en play-off 2017, c'était un coup très dur, hein. Ça aurait pu signifier sa fin de carrière, tout simplement. Le quadriceps pour un joueur, pour quel que soit le joueur, mais encore plus pour un joueur qui joue énormément sur sa vitesse de jambe, ça aurait pu signifier la fin de carrière, et il s'en est remis, et il est là, et après tout, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête en si bon chemin. On va voir un petit peu comment se poursuit cette saison, bien sûr. S'il emmène les Hornets en play-off, c'est aussi assez énorme d'une certaine manière, parce que, encore une fois, il a jamais connu une saison sans play-off, et il va peut-être réussir à emmener les Hornets en play-off. Donc franchement, bravo, chapeau. Moi, honnêtement, je ne croyais pas capable de faire ce qu'il est en train de faire cette saison. Et aux États-Unis, Max, on le pensait capable de ça quand les Hornets vont le signer. Ils s'imaginent que Parker peut leur apporter ça. Et surtout, question suivante, qui est évidemment totalement liée, quel peut être l'avenir immédiat de Tony Parker en NBA, à savoir dès la saison prochaine? S'ils imaginaient qu'ils pouvaient avoir un impact, oui, parce que Charlotte, c'était un bon endroit pour aller, pas seulement parce qu'il y avait Nicolas Batum qui est son pote et son directeur général de l'ASVEL, mais aussi parce que c'est une équipe qui avait vraiment besoin d'un joueur de son profil, un meneur avec de l'expérience, pour emmener notamment des jeunes joueurs, hein. Il y a Malik Monk et Miles Bridges. Et qui pour aussi un peu décharger Kemba Walker qui la saison dernière s'est un petit peu épuisé à jouer tout le temps. Donc ils avaient vraiment besoin d'un joueur de son profil. Lui a su parfaitement apporter. En plus, il est arrivé avec un coach qui connaît, qui a l'expérience, qui était un adjoint pendant longtemps à San Antonio. Donc il savait qu'il avait quelqu'un qui lui permettrait de l'ouvrir en tant que leader. Et apparemment, dès les premiers entraînements, il a commencé à replacer les joueurs, à dire toi non, fais comme ci, fais comme ça, non ça tu le fais pas bien. Donc il a eu un impact global sur l'équipe, au-delà
au-delà même des minutes qu'il passe sur le terrain. Et ça, à Charlotte, c'est sûr qu'on espérait qu'il fasse ça. Et dans le reste de la ligue, on est surpris des matchs où il va mettre 24 points. Je crois qu'il a mis des grosses perfs qu'il peut sortir. Ça surprend toujours parce que oui, c'est un joueur qui a dépassé les 35 ans. Et même si ça se voit plus en NBA aujourd'hui, c'est pas non plus la norme. Donc certaines performances peuvent surprendre, mais l'apport qu'il a aux Hornets surprend pas forcément parce que c'est ce qui leur manquait. Les Hornets, la dernière fois ils font les playoffs, ils avaient un meneur remplaçant qui était capable de leur apporter quelque chose. C'était Jeremy Lin à l'époque. Alors c'est pas du tout le même. Je ne compare pas Jeremy Lin et Tony Parker, mais voilà, c'était un poste où il y avait un besoin pour Charlotte et donc il pouvait avoir un vrai impact et il est en train de l'avoir. Sur la suite, là, je pense que personne n'est capable aujourd'hui, peut-être pas, même pas lui-même, n'est capable de dire si Tony Parker jouera l'an prochain ou s'arrêtera à la fin de l'année. Comment il va se sentir ? Est-ce qu'il va se sentir épuisé ? Est-ce que on en parlera dans la deuxième partie, mais est-ce que le projet Asvel sera de plus en plus demandeur et donc rendra les choses compliquées pour gérer le temps de jeu, les voyages NBA, et toute la récup, tout le boulot qu'il y a pour un joueur de cet âge. Ça, c'est la grande question. J'imagine aussi que la façon dont cette saison va se terminer, play-off ou pas, ça aura également un impact. Je ne sais pas si c'est prononcé lundi, s'il a évoqué la suite. C'est-à-dire qu'on sait qu'il il avait toujours dit ces dernières années qu'il voulait faire 20 saisons pleines en NBA. Et là, il est dans sa 18e. Donc, il lui manque encore 2 saisons pour arriver au bout de son ambition telle qu'elle était formulée à une certaine époque. J'ai cru comprendre qu'il était un peu revenu sur cette idée-là ces derniers temps parce qu'il se rend compte que ça va être compliqué, mais aussi parce que, évidemment, lui, il avait plutôt en tête de faire 20 saisons à San Antonio. Le fait d'avoir dû, quelque part, un peu contraint et forcé de quitter San Antonio et de trouver une autre franchise NBA, une autre équipe, a un peu mis à mal cette ambition-là. Et on sait qu'il a un contrat encore d'1 an après cette année avec les Hornets. Donc, va-t-il chercher à tout prix à atteindre ce chiffre un peu magique des 20 saisons qui a été très très peu réussi dans l'histoire. Hein. J'ai plus ça en tête, mais je crois qu'ils sont très peu nombreux à avoir atteint le cap des 20 saisons. Donc je sais pas, est-ce qu'il en a parlé, Max, lundi soir ? Non, c'était pas trop juillet lundi soir. Je crois qu'il en a parlé avant le match. Mes souvenirs me trahissent un peu. Mais c'est vrai que la notion des 20 saisons, elle est un peu passée par la fenêtre maintenant. Parce que c'est vrai que c'était 20 saisons avec le même club qu'il avait en tête. Donc la sensation, c'est plus que maintenant, ça va être justement en fonction de ses sensations à lui. Je crois que la deuxième année de contrat, c'est player option. Donc c'est lui qui va décider s'il l'active ou pas. Et donc le sentiment, c'est que c'est vraiment, il va faire en fonction de comment il se sent physiquement et de comment il sent la situation aussi aux Hornets, j'imagine. Donc le 20 saisons, c'est plus exactement l'objectif qui le fait avancer. Surtout qu'il pourrait y avoir un autre objectif qui serait de terminer sa carrière de joueur, hein, pas de NBA, mais de joueur à l'Asvel, club dont il est aujourd'hui le patron. Ça pourrait être une belle manière de boucler la boucle, Gaëtan, non ? C'est un beau clin d'œil en tout cas. Ce serait un beau clin d'œil. D'être propriétaire, président, joueur, ce serait quand même... Entraîneur. Porter les bouteilles. Non, mais c'est vrai qu'Yann Maimi, dans l'interview qu'il a accordée à Maurice ce matin dans l'équipe, il dit justement, lui, il le voit bien revenir à San Antonio. On va terminer sa carrière là-bas. Ce serait un autre magnifique clin d'œil. Après, sous quel format ça se ferait ? Ça semble quand même très improbable aujourd'hui. San Antonio s'en est quand même plus ou moins débarrassé. Hein. Ils voulaient en faire leur 3e meneur et Tony, il voulait quand même du temps de jeu, donc il a refusé. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il disait justement qu'il pense qu'il est revenu un peu sur son départ de San Antonio là lundi, et puis il expliquait, il estime que les Spurs ne s'attendaient pas en fait à ce qu'il s'en aille. Il pensait que même s'il allait être 3e meneur, il allait un peu rester parce que c'était le manque de ce Big Three historique, un peu comme Ginobili, rester et puis faire un peu office de vieille statue au sein de cet effectif. Mais Tony, c'est quelqu'un, il l'a toujours dit, de compétiteur, il a soif de jeu, et il les voulait ces 20 minutes, il voulait un nouveau challenge. Aujourd'hui, c'est qualifier les Hornets en play-off. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment son objectif prioritaire, c'est continuer à faire les playoffs. Maintenant, son objectif Asvel qu'il évoquait à un moment, c'est vrai que c'est un peu retombé. Je ne sais pas à quel point c'est encore dans sa tête aujourd'hui, mais moi ça me semble relativement improbable. Je pense qu'il va gentiment terminer sa carrière NBA et puis
et puis on s'en arrêtera là, quoi. Arnaud, est-ce que tu t'étais déjà à l'équipe en 2001 quand il est drafté, quand il commence oui, je te vois sourire. Merci. Quand il commence avec les Spurs, quand il est balancé très très vite dans le starting five, avec lui, il a fallu s'habituer très vite. Là, c'est vraiment à l'observateur que je parle à l'époque, à la stupéfaction, c'est-à-dire il est drafté, il est titulaire, il est en finale NBA, il est en train de faire la nique à Jason Kidd, ça y est, il est champion. C'est 6 fois All-Star, on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est assez incroyable. Ouais. C'était frontières que tu imaginais sans doute pas atteignables pour des basketteurs français à l'époque. On se souvenait de l'épisode Rigaudot, ce passage de 11 matchs à Dallas raté. Ça c'était un peu après, mais c'est un peu après, oui. Mais je rappelle surtout que 3 ans avant, aucun joueur français n'avait ne serait-ce que posé un pied en NBA. Le premier qui pose un pied, qui joue au basket, c'est Tariq Abdul-Wahad en 1997. Donc avec voilà, c'est venu très tard, quoi, les joueurs français en NBA, comme les Européens de manière générale, mais les Français sont vraiment parmi les derniers à avoir mis les pieds. Et avant Tony, il s'était rien passé quasiment, donc à part encore une fois Tariq Abdul-Wahad, un peu de Jérôme Moïseau, me semble-t-il, en 2000, donc juste avant l'arrivée de Tony Parker. Et évidemment, personne n'imaginait qu'il allait tout casser comme il l'a fait, et aussi vite, et en franchissant les étapes petit à petit, et en les annonçant, parce que c'est ça qui était aussi sa force. Et ce qui résume le personnage Parker, c'est cette incroyable confiance en lui, typiquement américaine. On a toujours tendance à dire il a pris le meilleur des deux côtés de ses parents, de ses origines, à savoir un peu d'américain du côté du père et un peu d'européen du côté de la mère, et puis surtout de son éducation française. Donc tout ça faisait un mix incroyable qui ont forgé sa personnalité, et cette incroyable confiance en lui, c'est évidemment le côté américain, et le côté un peu plus insouciant, un peu plus et puis en même temps assez un peu, comment dire, précis dans son travail, c'est l'Europe un peu qui lui a apporté tout ça. Donc il a ce mélange des genres qui fait qu'il a effectivement annoncé systématiquement les étapes qu'il allait franchir, évidemment avec une certaine forme tout de même de retenue quand même, mais il a toujours voulu être All-Star, il a toujours voulu être champion, il a toujours voulu être MVP des finales. Faire gagner l'équipe de France aussi. Faire gagner l'équipe de France, ce qui a été le plus compliqué, le plus long, bien sûr, parce qu'il n'avait pas Tim Duncan et Manu Ginobili avec lui, sans vouloir, en respectant malgré tout les très bons joueurs qu'il a eu autour de lui, mais il a fallu que le puzzle se mette en place, et ça a pris beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de contretemps, de soucis, etc. Donc franchement, oui, c'est ça qui est le plus surprenant chez lui, c'est d'avoir franchi toutes ces étapes en les annonçant les unes après les autres, et en obtenant systématiquement ce qu'il était venu chercher. La seule petite chose qui lui manque, encore une fois, c'est cette médaille olympique qui nourrira ses regrets, probablement quand il sera grand-père, et qu'il évoquera tout ça avec ses petits-enfants. T'avais une anecdote, je crois, Gaëtan. Oui, parce qu'on parlait de sa draft 2001, si on revient un peu sur le début de sa carrière. Mais il y a une petite histoire qui m'a toujours fait rigoler concernant Tony Parker, et c'est là qu'on voit que des fois les carrières, elles peuvent prendre sur des petits détails de sacrées directions. Mais Tony Parker, le jour où il fait son premier workout aux États-Unis, donc avant d'être drafté, il atterrit à Chicago, donc pour faire un workout pour les Spurs devant Greg Popovich. Et Greg Popovich qui, avec son air habituel, explique que lui, les Européens, ça ne l'intéresse que si c'est serbe et que ça se termine en hitch, tous les Stojakovic, voilà, dans toute cette lignée-là. Tony Parker, il va le voir parce qu'en fait, c'est un de ses analystes vidéo qui lui en a parlé dans la franchise. Donc bon, il lui fait confiance, il le regarde, et puis la première séance, Tony Parker, il est catastrophique parce qu'il est jet-lagué, qu'il a mal aux jambes, ça se passe très mal. Et Popovich ne veut plus voir ce Tony Parker. Il a vu de la nonchalance là où lui il voulait de l'implication, de l'intensité. Et en fait, c'est ce jeune analyste de vidéo de 24 ans à l'époque qui, lui, a vu les matchs du PSG Racing. Il veut continuer à miser un peu sur Parker, parce que les Spurs ont un choix en fin de premier tour. Et il va continuer à compiler pendant quelques jours des vidéos draft. Et puis il va revoir le président des Spurs, R.C. Bufford. Il va lui redonner des cassettes, il va refaire des montages. Et là, ils vont donner une seconde chance à Tony Parker. Et ce deuxième workout, c'est Popovich qui le dira plus tard, il a été exceptionnel. Et ce qui est rigolo, c'est que ce petit analyste vidéo de 24 ans, il s'appelle Sam Presti, et aujourd'hui c'est le manager du Thunder, qui avait eu le nez pour repérer Tony sur des vidéos. On peut se dire que si Sam Presti n'avait pas eu cette envie de revoir Tony Parker et de le remontrer à Greg Popovich,
Enfin, moi, je me suis toujours questionné à quoi aurait ressemblé sa trajectoire. Sans doute qu'il aurait été drafté, même si, bon, quand on voit les noms qui ont été draftés avant lui en arrière, c'est Joseph Forte, Jerry Sacer, Brandon Armstrong, Raúl Lopez, que des arrières draftés. J'ai peur qu'il aurait été drafté par les Knicks. Par exemple. Et ça aurait été catastrophique. Et on aurait pu se demander quelle aurait donné sa carrière, voilà. Bon, peut-être qu'il aurait été 4 fois champion. Moi, je me souviens, pour revenir sur ce que vient de dire Gaëtan, sur le mois suivant, il est convoqué en équipe de France, au mois de juillet 2001, donc quelques jours à peine après sa draft. Et je le retrouve dans un hôtel en Andalousie, où l'équipe de France travaille sa préparation à l'Euro. Et il est là, il est convoqué. C'est pas la première fois, parce qu'il a déjà été sélectionné, mais bon, a priori, Alain Weiss, qui était entraîneur de l'équipe de France, voulait absolument le tester et éventuellement l'emmener à l'Euro. Et puis je vais le voir, et c'est la première vraie rencontre un peu longue, au-delà d'une interview courte d'après-match. Là, c'était la première fois que je le vois un peu longuement. Et je suis sorti de l'interview en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? Qui c'est ce jeune garçon là ? Parce qu'il avait une confiance en lui déjà incroyable, quoi. À la limite de l'arrogance presque, oui, ou de la surconfiance. Mais il annonçait déjà, si l'équipe de France, j'y serai, je tiens à y être et j'y serai, et je pense déjà que je vais pouvoir m'exprimer sans problème. Puis ça me fait pas peur de mener de front les Summer League, la draft, mon avenir aux Spurs et l'équipe de France, les responsabilités. Donc déjà, je crois que ce jeune homme-là avait déjà en lui, de toute façon, tout ce qui allait venir après, quoi. Justement, ce qui vient après, cette assurance-là, ça va peut-être lui permettre de réaliser un autre projet qui lui tient à cœur. Il est devenu patron de l'Asvel il y a quelques années maintenant. Il avait annoncé, là aussi, vouloir s'investir dans le basket français. Il l'a fait. Il a ensuite annoncé la grande salle à Villeurbanne. C'est en train de se faire. Il avait aussi annoncé le retour de Villeurbanne d'un club français en Euroleague. Ça va se faire la saison prochaine. Vous m'avez compris. On va maintenant parler de Tipeee. L'autre, Tipeee 2 cette fois, c'est le patron, le dirigeant du plus grand club, ou d'un des plus grands clubs français avec Limoges, le plus titré en tout cas sur la scène nationale, l'Asvel. Qu'est-ce qui peut empêcher Parker de réussir tout simplement dans ce projet-là, de construire le plus grand club français de tous les temps? Des obstacles, il y en a. Des obstacles, il y en a forcément, même si c'est Tony Parker, même si tous ceux qui gravitent autour de lui aujourd'hui, autour de l'Asvel notamment, s'accordent à dire que par sa seule présence, il réussit à faire de plus grandes choses que tous ceux qui s'y sont essayés avant, parce que des beaux projets pour le basket français, on en a eu pas mal. Et c'est vrai que Tony Parker, pour l'instant, il coche progressivement les cases les unes après les autres. Champion de France, entré en Euroleague, la nouvelle salle donc de 10 500 places qui devrait arriver d'ici 2021. Maintenant, des obstacles, il va en avoir, ne cesse que, par exemple, cette nouvelle salle, on n'est pas encore tout à fait sûr qu'elle va arriver d'ici 2021 parce qu'il y a eu quelques petits soucis il y a quelques soucis avec le judiciaire, avec le constructeur. Et puis, niveau financier aussi, la saison prochaine, l'Asvel est annoncée avec un budget de 10 millions d'euros, dont 3 millions de masse salariale. Et ça, comparativement aux autres clubs d'Euroleague qui, eux, affichent en moyenne plus de 20 millions de budget. Et en masse salariale, c'est encore plus conséquent puisque ça gravite autour des 12 millions. Ça va pas être facile. Tony Parker ou pas, l'Asvel va faire face à certains obstacles, va faire face même à des murs. Mais voilà, ça grimpe doucement. Pour l'instant, tout ce qu'il a annoncé, il y est plus ou moins arrivé ou il est en passe de le réussir. Donc, en tant qu'observateur extérieur, on ne peut qu'être confiant pour la suite. On peut surtout, en tout cas, s'exciter pour le retour d'un club français en Euroleague et d'un club comme l'Asvel qui aujourd'hui brille en plus. L'Asvel est toujours solidement installé en tête de la Jeep Elite. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on attend cette locomotive. Cette locomotive, elle est en train de s'installer en France. On imagine, Max, que Tony Parker doit passer pas mal de temps à discuter de tous ces projets asvéliens avec le directeur général adjoint dont tu évoquais tout à l'heure, Nicolas Batum aux Hornets. Ça doit prendre pas mal de leur temps. Ouais, j'imagine aussi qu'ils doivent profiter des étirements pour se mettre côte à côte et pouvoir discuter tranquillement quelques minutes. Je sais pas si l'heure de différence de moins aussi qu'il y a à Charlotte par rapport à
à San Antonio peut aider un petit peu durant ces 2 années, mais Nicolas Batum disait que ça changeait un petit peu, ça facilitait, mais que c'était pas non plus un changement complet d'être au même endroit, parce que bon voilà, entre maintenant WhatsApp, Skype, tout ce que FaceTime, tout ce que vous voulez pour échanger, c'était plutôt fluide déjà. Mais oui, c'est en dehors des Hornets et peut-être un peu comme la famille, c'est le deuxième sujet que les 2 hommes évoquent quand ils sont ensemble à Charlotte. Quel genre de président il peut être, Tony Parker, dans le basket français, Arnaud? Un président qui bouscule les habitudes d'un univers assez codifié et assez... Un président disruptif, vous dire, ouais, transgressif. Ouais. Bah déjà, il est disruptif d'une certaine manière parce qu'il n'est pas physiquement, géographiquement présent dans son club, l'Asvel à Lyon, et lui, son quotidien, il est à Charlotte ou à San Antonio, puisqu'il a conservé son domicile et sa famille à San Antonio. Donc ça déjà c'est quand même unique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres exemples dans le sport mondial. Alors il y a des propriétaires asiatiques notamment dans beaucoup de clubs de foot de nos jours. Mais bon, est-ce que ce sont eux vraiment les opérationnels? Et Parker est quand même opérationnel à L'Asvel. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'est pas simplement le propriétaire et qu'il a nommé des gens comme Gaëtan Muller. Il en fait plus que Jordan aux Hornets, c'est ce que tu veux nous dire? J'en suis convaincu. Je ne sais pas, je n'ai pas idée du quotidien vraiment Michael Jordan, mais j'ai une petite idée quand même. Il doit souvent être quand même sur les parcours de golf et dans les événements caritatifs, etc. Il doit avoir beaucoup d'obligations effectivement externes. Mais Tony aussi, d'une certaine manière, je pense qu'il a quand même un boulot qui est à plein temps, d'être un joueur NBA quand même, hein, parce que on le dit souvent, mais je veux dire, les types, c'est 3 matchs par semaine, voire 4 parfois, des voyages très longs aux États-Unis. Il a un emploi du temps hyper chargé, mais c'est pas nouveau. Ça fait 16 ans, 17 ans, 18 ans qu'il a un emploi du temps très chargé. Donc, mais il arrive à jongler avec tout ça. Donc, ce qui fait sa singularité, c'est évidemment ça. C'est d'être à, je sais plus combien il y a de milliers de kilomètres, 6-7 000 kilomètres de Lyon, et d'être capable quand même tous les jours, parce que je crois que c'est... Alors, on n'est pas là pour le vérifier, mais enfin, ils le disent souvent, et je suis convaincu, connaissant le personnage, que tous les jours, en effet, il passe son coup de fil plus ou moins à ses bras droits sur place. Oui, parce qu'il a des relais fidèles à L'Asvel, notamment Gaëtan Muller. Gaëtan Muller, puis son frère TJ, qui est assistant entraîneur de Zvezdan Mitrovic, qui avait même été coach. D'ailleurs, Tony, à l'époque, avait dit... face au soupçon un petit peu de favoritisme. De favoritisme. Il avait dit s'il n'est pas bon, de toute façon, je l'enlèverai. Il l'a enlevé. Donc, il a ses relais localement. TJ, Johan Sangaré, qui est le manager général, Gaëtan Muller. Charles Kehudi, qui est important, qui a une vraie relation aussi assez affective avec Tony Parker, donc qui est le capitaine de L'Asvel, et qu'il a aussi très régulièrement au téléphone, au moins 2-3 fois par semaine, je pense. Donc, oui, il suit tout ça. On l'a vu à diverses reprises sur des vidéos. Il suit les matchs sur son smartphone ou sur un ordinateur. Des garçons et des filles. Des garçons, effectivement, on oublie de parler des filles, mais il a effectivement aussi racheté un club féminin de Lyon pour en faire, non pas la section féminine de L'Asvel, c'est plus compliqué que ça juridiquement, mais L'Asvel Femme, dont il est Lyon Asvel féminin, dont il est propriétaire aussi, et qui a de grosses ambitions également sur la scène européenne, qui arrivera peut-être probablement plus vite d'ailleurs au sommet européen que les garçons, parce qu'il y a un peu moins de concurrence et il y a un peu moins de besoin de mettre de l'argent, même s'il en faut quand même. Mais oui, donc cet homme-là, il a que 24 heures comme tout un chacun disponible dans une journée, malgré tout, il arrive à peu près à gérer tout ça convenablement, semble-t-il, pour le moment. Avec l'Euroleague, ça va monter d'un cran. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, on peut imaginer que ça va correspondre à la fin de sa carrière NBA et qu'il va être là disponible pour le coup bien plus souvent, physiquement en tout cas, sur Lyon dans 2 ans, quoi. Je fais un petit step back comme James Harden, mais le voir faire une saison d'Euroleague avec L'Asvel, c'est pas quelque chose d'envisageable. Il l'a pas disputé l'Euroleague
Il a fait Non, il n'a pas disputé l'Euroleague, effectivement, puisqu'il avait joué un peu de Coupe d'Europe avec l'Asvel au moment du lockout NBA en 2011, à l'automne 2011, mais c'était de l'Eurocup, me semble-t-il, c'était pas de l'Euroleague à l'époque. Donc, effectivement, il n'a pas. Alors, on peut considérer que dans sa carrière, il n'aura pas joué l'Euroleague. C'est une forme d'absence quand même. Bon, non, je plaisante parce que. Ni le match au championnat du monde. Bien sûr. L'absence. Ni le match au championnat du monde, effectivement. Ça, c'est très surprenant aussi. Beaucoup plus, presque. Néanmoins, bon, va-t-il jouer l'Euroleague avec l'Asvel ? Moi, j'y crois pas une seconde. Parce que ce sera pas la saison prochaine, ça ne peut être que la saison suivante, ce sera la deuxième saison de l'Asvel en Euroleague, il aura 1 an et demi de plus. Je pense que l'Asvel n'aura pas le droit de se rater. Alors, je veux pas dire par là que s'il joue, l'Asvel va se rater, mais c'est quand même des expérimentations technico-tactiques collectives dans le jeu et tout ça qui risque d'être quand même de s'opposer au principe de réalité qui est que une équipe, elle doit avoir un joueur, et notamment plus un meneur de jeu, c'est pas un troisième ou un quatrième pivot, quoi. Si Tony Parker décide de s'inscrire dans l'effectif de l'Asvel pour jouer l'Euroleague 2020-2021, alors ok, il peut être troisième, quatrième meneur. Bon, à quoi bon, quoi, hein. Est-ce que c'est ça l'idée ? Est-ce que c'est ça sa réalité du moment ? Je crois pas. Ça lui ressemble pas, ouais. Non, c'est pas... je crois pas une seconde. Max, je crois que tu l'as interrogé aussi sur ce sujet, des grands dossiers qu'il a menés avec l'Asvel. Tu lui as posé la question et voilà ce que Tony Parker nous a répondu. Le grand projet, la nouvelle salle. Terminer la nouvelle salle, parce que bien sûr ça a plus qu'avancé, mais tu sais qu'on termine ce dossier-là, quoi. Ça, c'est le plus gros truc en ce moment. Tous les dossiers sont difficiles. On est en France. Vitesse escargot. Mais franchement, ça se passe bien. On avance. Vous vous êtes donné rendez-vous bientôt, Max, avec Tony Parker pour parler de la suite. Vous avez convenu d'un rendez-vous, j'imagine, pour qu'il nous dévoile la suite de sa carrière NBA ou pas du tout ? Tous les détails, non, je pense qu'il est encore dedans. Il repasse à New York le 1er mars, donc ce sera l'occasion de l'interroger à nouveau. Et puis, j'imagine qu'après, aucun des joueurs avec qui il a été, que ce soit Tim Duncan ou Manu Ginobili, au moment où ils ont joué leur dernier match NBA, on ne savait pas que c'était leur dernier match parce que c'est des joueurs qui ont pris le temps de réfléchir et de voir ce qu'ils allaient faire. Donc je pense qu'on sera exactement sur le même schéma pour Tony Parker et qui prendra le temps de se poser, de voir un petit peu tous les éléments. C'est quelqu'un qui est, on l'a dit, qui est très intelligent, qui est aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Donc, qui est très, très conscient de tout et de tout ce qui se passe, que ce soit en tant que président, que propriétaire, que joueur. Donc je pense qu'il mettra tout sur la table et qu'il fera le point et décidera, mais je pense pas qu'il décidera comme ça entre deux matchs ou dans un avion en direction de Milwaukee ou de New York. Bon, merci beaucoup Max. Avant de rendre l'antenne, je vais vous laisser à chacun quelques secondes de réflexion. Vous avez droit à un seul qualificatif pour Tony Parker et on conclura là-dessus. Donc je vais compter jusqu'à 10 dans ma tête. Ça y est, Arnaud. Le plus grand, le plus petit, mais enfin l'un des plus petits, mais le plus grand surtout par le talent et la longévité bien sûr et l'immense carrière. Heureusement qu'on avait dit un qualificatif. Merci Arnaud. La semaine prochaine, Gaëtan. Ouais, c'est celui qui dirait aussi compétiteur. C'est un truc qui a toujours fasciné. C'est aussi pour ça peut-être qu'il a aussi marché aux États-Unis, même si c'est, ouais, comme l'a dit Max tout à l'heure, c'était peut-être paradoxalement le manque du Big Three, le moins apprécié, en tout cas qui a provoqué le moins de folie à San Antonio. Mais je pense que c'est aussi pour ça que ça a si bien marché. D'ailleurs, quand l'équipe Mag, quand on avait fait un numéro spécial Tony Parker, moi c'était ce qui m'avait le plus marqué. C'était un éditorialiste américain qui expliquait que c'était ce côté compétiteur qui a fait que Tony Parker a rien qu'avec cette mentalité quasiment changé la vision dont qu'avaient les Américains du basket européen et d'un petit meneur Frenchie qui pouvait débarquer chez eux. Donc compétiteur. Le qualificatif le plus long de l'histoire. Merci Gaëtan, à bientôt. Je crois que c'est à toi, Max. C'est toi qui vas conclure avec le mot de la fin. Ouais, lui disait gagneur, c'est gagneur, champion. Moi je dirais pionnier. Voilà, comme disait Arnaud, il a complètement fait exploser les frontières de ce qu'on pensait le basket français capable, quoi. Voilà, c'est pionnier complet. À côté tout si près de la frontière mexicaine, surtout en ce moment, c'est quand même encore un exploit. Il a enjambé tous les murs qui se sont présentés devant lui. Oh, c'est beau. Quelle chute. Bravo, messieurs.
Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao. Bye bye. Salut.